Alors, moi, je vais en profiter parce que après, on aura tous envie d'aller boire un coup vite. Pour vous remercier d'être restés jusque-là, tous et toutes. Et pour nous avoir terriblement nourris. Enfin, on ne s'est pas ennuyé un moment. C'était vraiment d'une densité incroyable. On est parti d'une toute petite histoire, des petites enveloppes dans des cartons d'archives. Et puis, finalement, on se retrouve à vouloir faire des choses énormes. Alors, je suis chargée pour la fin de la journée d'animer une table ronde express qui a pour vocation de lancer des pistes. L'idée étant, comme je l'ai dit au début, le collectif qui est à l'origine de la réunion d'aujourd'hui se dissout aujourd'hui. Et comme on l'a constaté tout au long de la journée, pourtant, il y a encore beaucoup à faire. Donc le projet était de discuter avec vous, et peut-être plus autour d'un pot tout à l'heure, en fait, qu'à nous écouter doctement vous donner nos avis, avec les représentants des 3 associations qui a été les piliers du collectif, notamment. Donc Pierre Mansat pour l'association Josette et Maurice Audin, Céline Guillon pour l'AF et Thomas Vesset pour l'association des contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Historien, donc. Et donc Pierre Ouzoulias, j'expliquerai pourquoi il est là tout à l'heure. Donc l'idée c'était qu'on discute avec vous, mais vraiment à partir un peu comme ça, un peu un bâton rompu bizarrement autour d'une table un peu officielle, de ce que pourrait être peut-être une association autour des thématiques qu'on a entendues tout au long de la journée, notamment de l'après-midi, de l'intérêt public, de la nécessité d'un travail de veille, de surveillance, de vigilance, d'observation. Enfin voilà, il faudrait des pratiques de l'administration, de la nécessité de rappeler ce contrôle sur les pratiques de l'administration, et peut-être aussi un travail que je dirais d'éducation populaire sur ce que c'est que les archives dans notre démocratie, en tout cas en France. On a vu que ce n'était pas forcément exactement pareil partout. Il y a une conscience historique qu'on n'est pas obligé de perdre, qu'on peut essayer de transmettre. Transmettre aux citoyens, comme l'a dit François Justiniani tout à l'heure, on est tous citoyens, donc les historiens ont besoin d'être formés sur les archives, les archivistes, peut-être certains encore aussi, les administrateurs, les membres de l'administration, les fonctionnaires. Donc quand je dis éducation populaire, j'entends tout ça. Et peut-être on a aussi besoin de ça. Voilà, moi c'est ce que j'ai entendu des envies aujourd'hui, mais il y en a peut-être d'autres. Et donc voilà, nos 3 têtes de fil le feront. Mais auparavant, on est très heureux que Pierre Ouzoulias ait pu nous rejoindre tout au long de cette journée, parce que le sénateur nous a beaucoup soutenus. En fait, j'ai oublié ce matin de rappeler peut-être son rôle dans la discussion autour du projet de loi, et notamment l'article du projet de loi qui portait sur les archives. Nous avons été auditionnés comme collectif par la commission culture du Sénat. Et donc là, d'ailleurs, nous avions été aussi invités à tenir cette journée au Sénat, qui ne peut pas ouvrir ses portes pour l'instant visiblement au public. Donc voilà, donc je dis déjà, vous avez proposé de nous donner un peu d'espoir en nous disant à quel point l'action, même si elle n'a pas abouti, même si nos amendements n'ont pas été tous entendus, a peut-être quand même un petit peu servi à quelque chose. Donc merci d'avance pour ces mots qui vont être réconfortants. Et puis on enchaînera avec peut-être le point de vue de chacun de vous 3, et après on sortira boire un coup. Ah pardon, mon micro peut-être. Voilà. Merci. Vous me laissez combien? 5 minutes, ça va? Pas de montre, donc c'est bien, c'est Anne qui va gérer. 5 minutes, bon. Et là, non, mais comme je ne suis plus universitaire et parlementaire, j'arrive à respecter les temps de parole qu'on me donne. C'est au moins l'avantage du changement de casquette, c'est qu'au Sénat, on apprend à respecter les délais. Moi, je voulais vous remercier très vivement, d'abord, de m'avoir invité, d'être là. Votre journée était vraiment passionnante, parce qu'on voit que là, il y a énormément de choses. Il y a des points que j'ai compris ici en séance et que je n'avais pas tout à fait compris lors de la préparation de nos interventions au Sénat. Et j'aimerais que vous preniez conscience vraiment comment le travail que vous avez fait a été essentiel dans le combat parlementaire que nous avons mené. Si vous n'étiez pas intervenu, cet article 19 aurait été voté comme un article technique, sans que personne s'aperçoive de rien. Donc votre action
a permis au moins qu'il y ait un débat public à l'Assemblée nationale dans les conditions que vous savez, au Sénat un peu mieux, je l'espère, et si même à la fin ce qui a été voté est une régression historique par rapport à la loi de 2008, il y a des choses qui ont été dites, des prises de position qui ont été dites, et surtout des façons de travailler. Parce qu'en tant que parlementaire, on travaille bien évidemment beaucoup avec des gens qui viennent nous consulter sur les lois, mais je dois dire que le plaisir de travailler avec votre collectif, c'est que à chaque instant, on savait que l'avis qui nous était donné engageait tout le collectif. Et ça, c'est extrêmement précieux, parce que quand un parlementaire, dans l'extrême urgence, est obligé de faire des arbitrages entre les uns et les autres, sans bien comprendre d'ailleurs parfois les conditions techniques, ça rajoute de la complexité à la complexité. Là, on savait qu'en face, il y avait, dans la pluralité de vos métiers, de vos institutions de rattachement, un travail de fond et que vous nous apportiez ce qui engageait le collectif. Et ça, c'est précieux, parce qu'après, en tant que parlementaire et sénateur, quand on défend une position, on peut la défendre au nom d'une profession. Et ça, je vous assure, c'est extrêmement important. Donc je voulais vous remercier et vous dire que, bien évidemment, notre objectif commun et collectif, c'est de revenir sur cet article 19, hein, et de revenir à ce qu'était la philosophie de la loi de 2008. Et donc, nous avons absolument besoin que vous continuiez le travail que vous faites, avec l'esprit que vous faites. Et en essayant, j'ai entendu ce matin le nom de guérilla. Alors bon, moi je suis petit-fils de colonel FTP, guérilla, ça renvoie à des choses un peu marquées historiquement, mais c'est quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut, comme vous l'aviez dit très justement, utiliser les faiblesses législatives et réglementaires du texte pour les retourner contre lui-même et montrer par l'absurde que cette loi, elle sera impraticable. Non seulement elle est impraticable, mais en plus, elle ne défend pas des objets essentiels de la sécurité nationale, contrairement à son objet premier. À plusieurs reprises au Sénat, j'ai développé l'argumentaire sur la pile Zoé, première pile atomique française, à Fontenay-aux-Roses. Les plans sont disponibles. J'ai demandé à plusieurs reprises au ministère des Armées qui était là, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il serait légitime que cette documentation elle soit publique? Non. Sauf que la loi telle qu'elle est votée, elle n'interdit pas la publication des plans de cette pile atomique, et qu'aujourd'hui, des puissances non étatiques peuvent parfaitement utiliser les plans pour créer au mieux de l'électricité. Au pire, vous imaginez le reste. Donc je crois qu'il faut que vous continuiez pour montrer. Je suis déjà trop lent, je ne vais pas respecter les 5 minutes. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que votre mobilisation, elle a permis quelque chose d'essentiel au Sénat, c'est que la commission de la culture du Sénat obtienne d'être saisie pour avis du texte, ce qui n'était pas le cas à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, elle avait été complètement exclue. Ça n'a pas permis l'implication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et puis de celui de la Culture, mais ça a permis au moins une expression de la commission de la Culture qui, à l'unanimité, a voté un texte dont j'étais le rapporteur, qui était quand même une critique extrêmement forte de l'article 19 et qui rappelait quelle était la portée politique et philosophique générale de la loi de 2008, sur laquelle il y avait eu un débat extrêmement intéressant au Sénat, et là aussi un vote unanime. Et c'est sur cette base-là, hein, donc un vote unanime de la Commission de la Culture contre le texte, hein, qu'ensuite on a pu aller au contact de la Commission des lois, hein, qui gérait le texte, avec un argumentaire du ministère des Armées qui est simple. D'abord, c'est un argument parfaitement irrecevable et scandaleux, c'est que le ministère des Armées a l'assurance que la totalité de la profession archivistique accepte le texte et que les derniers qui protestent, c'est une exploitation politique et ils ne sont pas représentatifs de la profession. Donc c'est l'argument du discrédit. Circuler, il n'y a rien à voir. La profession est d'accord avec le texte. Et d'ailleurs, le SIAF,
hein, pour le nommer, nous a expliqué combien le texte était important dans leur pratique. Parce que on dit que le ministère de la Culture, il n'a pas été présent. Si, il a été présent dans la défense du texte, ce qui n'est pas la même chose. C'est même pas une capitulation sans condition. C'est-à-dire qu'il ne cède pas. Non, il donne des arguments au ministère des Armées contre ce qu'il est chargé de faire, c'est-à-dire la défense interministérielle du rôle public des archives nationales. Donc c'est pire que ça. Il joue contre son camp, hein, comme on dit au football, et ça, je pense que c'est important que vous le sachiez. La position de la culture, c'est de déposer un amendement sur la base du rapport qui est, et là j'avais travaillé beaucoup avec Noé, qui est, je fais simple, hein, le renversement de la charge de la preuve. Considérer qu'on peut imaginer que les services de renseignement aient besoin, au-delà de 50 ans, de maintenir la non-communicabilité pour des raisons X ou Y. Et dans ces cas-là, ils le font, mais de façon positive, ce qui permet le recours du citoyen. Donc c'était ça notre position, qui était une position évidemment de recul par rapport au vote contre. Là-dessus, et je le dis parce que je crois qu'il est important que nul l'ignore, on a une réponse favorable de la commission des lois, mais après la clôture du dépôt des amendements, on s'aperçoit, hein, tout le monde, que la commission des lois n'a pas repris l'amendement, avec plus aucun moyen d'intervention dans l'hémicycle. Donc il y a une parole donnée entre deux commissions qui n'a pas été respectée. C'est pour vous montrer aussi quel est le niveau d'implication politique qui a été derrière ce texte. Ce n'est pas un texte technique, et vous l'avez bien compris. Hein, quand une commission des lois est capable de traiter comme ça la commission de la culture, c'est qu'il y a des enjeux qui dépassent très largement ce dont on discute aujourd'hui ici sur l'accès aux documents. Donc nous, on est obligé dans l'hémicycle, et vous l'avez entendu, je vous le dis parce que c'est pas toujours visible, mais le rapporteur d'un texte, il est au banc. Je n'étais pas au banc. J'ai refusé d'y aller en disant que la mascarade avait assez duré, et je siège avec Pierre Laurent, vice-président du Sénat, qui est là, pour porter votre discours en faveur des archives, mais symboliquement, par ma présence dans l'hémicycle, je veux montrer, et j'avais demandé de pouvoir m'exprimer en mon nom propre, et puis celui de la commission, ce que le président Lafont m'avait donné, donc j'interviens dans l'hémicycle avec d'autres pour défendre notre idée républicaine des archives, parce que c'est ça qui est en jeu. Dans la négociation avec la commission des lois, on gagne une bricole, et ça sera à vous de nous dire si c'est une bricole ou pas. C'est l'article L213-3-1, dont Noé a parlé ce matin, qui dit que les services publics d'archives informent les usagers des délais de communicabilité des archives. Je pense que c'est un point important, parce que c'est des délais de communicabilité des archives, et de toutes les archives. Et ce qui, à mon avis, impose la nécessité d'un inventaire préalable pour déterminer, archive par archive, quels pourraient être les délais de communicabilité. Donc là, moi, je sens qu'il y a une obligation législative au récollement. En tant que parlementaire, bien évidemment, cet article-là, il nous donne un pouvoir de revenir vers toutes les administrations pour savoir où elles en sont de cette obligation législative de la publicité vers les usagers. Et je pense que les usagers, c'est la même chose. Dans les auditions que je réalise, et j'étais très heureux de vous auditionner, il y a une audition qui a été fondamentale, c'était celle de la CADA. La CADA n'avait pas été auditionnée ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat par la commission des lois, ce qui est quand même un comble, puisqu'un document d'archives, c'est aussi un document administratif public, et que la CADA a un rôle à jouer dessus. Moi, je me souviens très bien, j'appelle le jeudi soir la CADA à 16h, à 9h, il y avait le président de la CADA au Sénat.
discours d'1 heure, et il décrypte le texte et il nous dit, c'est simple, la CADA va devenir la chambre de gestion du contentieux de l'accès aux archives à la suite du vote de ce texte. Il nous dit, aujourd'hui, le contentieux, il est très faible, c'est une dizaine de cas par an. Nous savons qu'avec ce dispositif, tel qu'il est conçu, et tel qu'il va imposer des contraintes à la fois aux usagers mais aux services des archives, la CADA va être obligée de gérer un texte qui a été mal fait, et ça a été un élément tout à fait décisif. Pour finir et pour vous dire, la commission de la culture a très mal vécu l'affront qu'elle a subi. Elle souhaite, et je peux parler en son nom, elle souhaite continuer à suivre ce texte, à regarder dans 1 ou 2 ans où on en est de son application, quels sont les problèmes. Donc nous avons besoin que vous nous fassiez remonter systématiquement quelle est votre pratique d'usager et de chercheur par rapport à ce texte. Je voudrais finir, parce que je pense que c'est tout à fait important, pour apporter un complément à ce qu'a dit de façon très très juste monsieur Olivier Béot tout à l'heure sur la relation entre ce texte et la liberté du chercheur, et plus loin les franchises universitaires. Parce que moi, j'ai vécu loi de programmation de la recherche et ce texte-là avec très peu de temps et dans un climat qui était rigoureusement le même, avec en interne des propos, je ne vous rapporterai pas qui les disait, mais selon lesquels il est tout à fait anormal que l'argent public permette de payer des recherches qui viennent apporter le discrédit sur la politique de la France, sur la politique du gouvernement. Grosso modo, il y a dans les universités, vous voyez très bien à quelle polémique je fais allusion, des ennemis de l'intérieur, et à ces gens-là, il ne faut pas leur donner les moyens de pouvoir exercer cette espèce de propagande. Et les archives, dans ce cadre-là, deviennent un élément tout à fait essentiel, parce que les archives, c'est aussi la maîtrise du récit national. Et je vois, malheureusement, que dans d'autres pays, je pense à la Russie, je pense à la Turquie, mais aussi à la Pologne, à la Hongrie, la façon dont des États autoritaires sont en train de reprendre en main tous leurs services d'archives pour soumettre la consultation et l'étude de ces archives à un discours politique qui est accepté au plus haut niveau et qui correspond à la volonté des États modernes actuellement de s'investir massivement sur le récit national comme un moyen d'affirmation politique d'un certain pouvoir. On n'en est pas là en France, je l'espère, mais je sens dans les discussions qui ont lieu au Sénat sur ce texte des tentations de ce type-là. Et je trouve qu'elles sont extrêmement dangereuses. Et je partage tout à fait votre point de vue quand vous disiez qu'en défendant les archives, leur rôle, on défend aussi une République qui est en danger. Je m'arrêterai là. Merci. Merci. Merci pour ce témoignage précieux. Effectivement, vous aviez raison d'insister et j'espère qu'on pourra vous entendre plus longuement quand on travaillera à l'histoire de tout ça, puisqu'il faudra aussi en faire l'histoire avec ces témoins, notamment. Je voulais juste, avant de donner la parole, rebondir sur ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a découvert au cours de la mobilisation que la question des archives, il était possible d'y intéresser les gens. Et le nombre de tweets et de retweets nous ont surpris, parce qu'effectivement, très clairement, on a dépassé le milieu des archivistes et des historiens, très très clairement. Donc peut-être que l'association pourra être ce lieu. Et donc je donne la parole dans l'ordre tout simplement de placement pour éviter d'avoir d'autres choix à faire à chacun pour les mots que vous pouvez poser sur un futur possible dans la mobilisation. Donc Thomas Vesset. Pour l'association des historiens contemporanéistes que je représente aujourd'hui, il y a plusieurs éléments pour aller plus loin. Il y a tout d'abord, on va dire, l'application immédiate déjà de l'annulation de l'EGI 1300, puisque on sait aujourd'hui qu'il y a encore dans de nombreux fonds d'archives des enveloppes
qui sont fermées au nom justement de cette IGI 1300. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'on puisse accéder aux informations et aux documents qui sont dans ces enveloppes. Ça nécessite une deuxième chose, et je pense que ce sera un axe auquel l'association va réfléchir, c'est tout simplement qu'on s'est aperçu qu'en tant qu'historien et historienne, en fait, on connaissait mal et on maîtrisait très mal le droit des archives. Et donc je pense qu'on aura aussi, comme il y a eu tout à l'heure une réflexion sur voilà, les archivistes par rapport à cette crise, entre guillemets, une réflexion qu'on aura aussi, nous, historiennes et historiens, sur la manière dont justement on se sensibilise, on s'informe sur, en fait, tout simplement, le droit d'accéder à son matériau immédiat est très important dans notre travail. Donc je pense qu'on aura vraiment un axe de réflexion à ce sujet-là. Ce sera, je pense, sur le long terme. Et votre témoignage, effectivement, l'encourage, et tu l'as dit, c'est je pense qu'effectivement, il y aura un travail pour tout simplement écrire l'histoire de cette, à la fois de cette mobilisation, même de cette décision. Et ce sera intéressant, à la fois, effectivement, d'avoir les informations que vous avez données, mais si, une fois le temps passant, d'avoir aussi le pouvoir, effectivement, interroger les acteurs au niveau du SGDSN, la directrice d'affaires juridiques du ministère des Armées, pour comprendre effectivement tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est joué, la manière dont effectivement pourquoi est-ce que le blocage intervient à tel moment et pas à tel autre. Donc ça fera partie, je pense, effectivement sur le temps long d'un autre chantier, effectivement, d'écrire l'histoire de cette mobilisation et de cette question d'accès aux archives. Juste 2 mots pour dire que il faut continuer cette approche collective au sens historien, citoyen, juriste et archiviste. Voilà, je crois que c'est aussi ce qui a fait la force de notre combat, c'est qu'il y a eu un collectif et que du coup on s'est tous réapproprié la question des archives et on a tous pu partager sur nos visions des archives. Voilà. Et moi je pense que les archivistes doivent être présents dans cette future association, observatoire, je ne sais pas quel en sera le nom, être présent en tant que citoyen, mais aussi en tant que professionnel des archives, aux côtés des historiens, des juristes et des citoyens. Voilà. Donc moi, je ferai plutôt un appel à la communauté des archivistes pour être présent, parce que ce n'est pas parce qu'on discute collectivement et de manière transparente de nos pratiques, qu'on les dénigre, les critiquer, les passer à l'aune de la critique au sens fort du terme, c'est aussi gagner, nous, en légitimité et en reconnaissance. Donc voilà, ça, je pense que c'est très important pour les archivistes. Bon, alors au nom de l'association Josette et Maurice Audin, d'abord, Raphaël a prononcé un certain nombre de mots tout à l'heure, observatoire, vigilance, etc. Dans les débats sont apparus la question des combats juridiques nécessaires. Donc, observatoire des pratiques sur l'accès aux archives, oui. Combat juridique, oui. Mais moi, je plaide pour une association qui fait de l'implication citoyenne sa colonne vertébrale. Parce que, Raphaël l'a dit aussi, on a débordé largement le cadre des historiens, des archivistes et des juristes. On a commencé et je pense qu'il faut continuer. Mais pour continuer, il faut réfléchir à ce que sont les modes d'implication des gens aujourd'hui dans les combats militants. Il faut définir des objectifs concrets, parce qu'une association qui se donnerait juste une mission un peu générale, je pense qu'elle aurait des difficultés pour mobiliser, pour recruter, parce qu'une association a besoin d'adhérents, d'animateurs et tout ça. Donc il faut définir des objectifs concrets. Bon, moi, modifier la loi, un combat pour modifier la loi. Cette loi, elle n'est pas là de toute éternité. Un combat pour reconquérir un service public des archives, à partir de ce qu'a dit Céline dans son intervention. Et puis, là aussi, Raphaël a évoqué l'expression une association d'éducation populaire. Parce que quand le collectif, qui était des personnalités, des historiens, les archivistes, a demandé à l'association Josette et Maurice Audin d'y participer, bien évidemment, l'association avait une pratique de la question des archives
Josette Audin, la famille Audin, les avocats, un clerroquet, les historiens, les militants ont se confronté à cette question-là, bien sûr, des archives, mais quand on s'est retrouvé, nous, associations, face à ce sujet considérable, on a eu quelques sueurs quand même pour approcher la question, on a fait un certain nombre de zooms où je leur ai dit, écoutez, je vous apporte une contribution bien silencieuse parce que je suis très loin du sujet. Donc la question de l'éducation populaire, qu'est-ce que c'est que les archives, comment on les collecte, comment c'est organisé, quels sont les métiers qui tournent autour de ça, quelles sont les conditions de l'accès aux archives, c'est une question qu'il faut mettre au centre de cette association parce que c'est un combat démocratique, c'est un combat pour la République. Et donc, dernier objectif, Isabelle l'a dit, le citoyen a été exclu du système, mais il faut à la fois reconquérir un système qui était, avec ses imperfections, qui était assez vertueux, donc il faut le reconquérir pour l'améliorer, et puis il faut réintégrer le citoyen dans ce processus autour des archives. Donc je trouve que c'est tout ça qu'il faut arriver à faire, mais on ne le fera pas en vase clos. Moi, je proposerais bien la mise en place d'un comité de préfiguration ouvert largement à tous celles et ceux qui s'intéressent au sujet, bien sûr pas en nombre assez limité, mais pour réfléchir à la fois aux objectifs de la future association et à sa structuration, à ses statuts, à son organisation et aux sujets dont elle pourrait s'emparer rapidement. Il y a le bruit du bouchon qui saute, là ça va pas du tout. Je voulais vous proposer qu'on discute un petit peu, alors je sais pas, mais peut-être, est-ce qu'on peut donner ton mail ou parce que, enfin, comment on va se contacter? Voilà, je sens qu'il y a plein de bonne volonté dans la salle, et voilà. Volontiers, Pierre Mansat, tout attaché, Pierre comme un Pierre, Mansat, M-A-N-S-A-T, @gmail.com, mais comme on a les mails de tous les participants, je pense que ça ne gênera personne si on envoie un mail avec la confirmation et avec peut-être des premières pistes. La commission culture au Sénat, Pierre Laurent, qui est membre de la commission défense nationale, je ne sais plus comment, du Sénat, souhaite travailler sur la question du secret défense. Donc on peut à la fois... On ne se met pas en vase clos, autour de la constitution de l'association, mais tout de suite, on continue à tirer des bords sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup, c'est une très bonne idée. Alors, donc on a 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez, je vois qu'il y a une main déjà, réagir à ces débuts de proposition, François. Je suis intimement persuadé qu'il faut continuer. Il me semble qu'il y a... J'avais deux petites remarques. Moi, je suis un peu inquiet quand même dans la loi. Alors, je ne l'ai pas dépouillée, mais je crains quand même que derrière tout ça, il n'y ait pas la volonté quelque part d'avoir construit un bois de papier pour étouffer les archives. Parce que j'entends le fait de dire qu'effectivement, il faut que les services rendent compte. Moi, ce que je vois se profiler, c'est des demandes effectivement aux services d'archives, nous noyant de demandes, nous intimant de classer, de fixer des délais de communicabilité sur des fonds, c'est-à-dire nous donnant des consignes qu'on n'est de toute façon pas en capacité d'appliquer parce qu'on n'a pas les moyens derrière. Et j'insiste, alors, au-delà des services nationaux qui relèvent des ministères, je rappelle qu'en France, des services d'archives sont décentralisés et que ce sont les collectivités qui sont responsables. Et moi, dans les temps qu'on vit actuellement, je me vois mal aller voir mon président de conseil départemental en lui disant les ministères, le Sénat, enfin la loi impose d'eux, il faut créer des postes. Là, enfin, on bloque sur des choses. Donc, je pense que c'est une petite inquiétude que j'ai. Je crois que c'est des choses qu'il faut aussi, si on veut continuer à fonctionner en collectif, il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y en ait certains sur lesquels, alors, je m'exprime pour ceux qui ne sont pas là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui n'ont peut-être pas saisi les enjeux et qui ont peut-être peur justement aussi de ces demandes supplémentaires qui leur tomberaient dessus. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je reviens à ce que je disais ce matin sur l'administration, enfin cette espèce d'administration qui est un monstre mou qu'on a en face de nous. Encore une fois, on a eu des réponses, on a eu des noms.
Bon, ce qui veut dire aussi des courants de pensée, des groupes, des réseaux, donc chacun les siens. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi sur ce terrain-là qu'il faut attaquer. Moi, je me désole. Alors, il y a une époque, j'étais plus incisif parce que j'étais à Paris. Je me désole du désert de formation des fonctionnaires au droit et à la réalité des archives. Je crois qu'il ne reste plus que l'école des greffes à Dijon, où continue à y avoir une formation systématique sur les archives. Et encore, je ne suis même pas sûr que ça continue. Et ça, là, il y a un... Alors, soyons clairs, personne ne le fait. Hein. Je veux dire qu'aucune des administrations qui serait en charge de le faire ne l'a pris en main. Dont acte, eh bien, allons-y, fonçons. C'est-à-dire que si effectivement, à un moment ou à un autre, alors évidemment, il va se battre avec les directeurs des IRA, de l'ENA, de toutes les écoles nationales supérieures, enfin, de ce qui va subsister après la disparition de l'ENA, enfin, voilà. Former les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'au moins, qu'à un certain niveau de la fonction publique, y compris l'encadrement intermédiaire, les gens ont conscience, et une conscience que derrière, il y a un enjeu démocratique, et ce qu'a dit Noé ce matin, voilà, c'est pas juste, effectivement, mettre des tampons, gérer des cartons ou des données électroniques, mais qu'il y a un véritable enjeu démocratique dans les archives, qui commence dans le travail de l'administration, avant même, effectivement, dans la constitution des archives. Et je crois que là c'est un enjeu majeur. Bon, ben, est-ce qu'on le relève ici, ou est-ce qu'on se dit ça ne nous appartient pas et on laisse les autres qui n'ont pas relevé le relever, voilà. Merci beaucoup pour cette contribution dans la boîte à idées. C'est Catherine. Oui, merci. Oui, moi il me semble que pour remettre le citoyen donc face à ce problème des archives, peut-être, alors c'est qu'une modalité, mais ça me paraît important, il faut qu'il soit confronté à l'opposition des archives lorsqu'il demande un document. Donc est-ce qu'une des premières modalités, ça ne serait pas précisément de mettre en place ce travail de veille, de vigilance, en rassemblant les refus qui sont opposés aux uns et aux autres, en les travaillant, en essayant d'expliquer ou de trouver la cohérence de ces refus, de façon à pouvoir dresser à terme un espèce de bilan synthétique pour essayer de comprendre aussi où sont les bonnes pratiques, avec éventuellement certains qui feraient office ou donneraient de bons offices. Parallèlement à ça, moi, il me semble qu'il y a une dimension qu'il faudrait vraiment avoir présente à l'esprit, que j'évoquais un peu indirectement ce matin, c'est celle de la sensibilisation d'autres États et de la communauté internationale à ces questions-là. Donc il y a une dimension, à mon avis, européenne et internationale qu'il ne faut absolument pas mépriser. Alors, j'étais intervenue ce matin parce qu'on avait parlé du rôle de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je précise que ce n'est pas une ONG, mais que c'est une institution de la République, qui a plus d'écho à l'international que sur le plan national, mais qui a un avantage, c'est que ses avis sont publiés au journal officiel, les lettres du président le sont aussi, et que l'on peut donc essayer de voir à terme, une fois que les choses seront constituées, comment celle-ci peut être un relais, notamment auprès des instances européennes, par l'ouverture ou la participation à des tierces interventions devant la Cour de Strasbourg, parce qu'à travers ce qui s'est dit ce matin et les exemples étrangers, on voit bien qu'il y a beaucoup à tirer de cela. Et je pense que ce serait une dimension qu'il faudrait avoir. Alors j'ai bien conscience d'être dans les modalités là, mais en même temps, comment, quand on n'est pas archiviste, quand on n'est pas historien, quand on n'est pas, juriste, comment arriver à s'intéresser à la question des archives, sinon parce qu'on y a touché de près. Et dans votre pratique archivistique, je pense que vous n'avez pas que des historiens. D'ailleurs, j'aimerais savoir quelle est la part des citoyens qui sollicitent les services d'archives à titre personnel pour une affaire familiale ou autre. Et s'ils sont là, je pense que ce serait intéressant d'utiliser leur expérience. Merci. Alors, je pense qu'on va prendre juste 2 interventions et après, il va falloir qu'on fasse honneur au buffet. Je vous remercie. Merci. Pour compléter ce que Catherine vient de dire, je pense que l'association pourrait avoir non seulement un objectif d'observatoire, de vigilance, qui est effectivement récupérer de l'information pour savoir où ça coince, mais également un rôle de support, j'allais dire de support technique,
Je fais une comparaison qui m'a traversé l'esprit. J'ai enseigné le droit des étrangers. Des associations, alors je vais parler d'associations qui sont très reconnues comme le GISTI, la CIMAD, etc., sont à la fois des associations qui portent une parole, qui font des propositions, qui sont dans le débat politique et démocratique, mais qui en même temps aident, j'allais dire, sur le terrain, les demandeurs d'asile, les étrangers, etc., les aident à trouver des avocats, leur font leur mémoire, etc. Quelque part, on pourrait imaginer de faire la même chose avec les ressources dont on dispose. Alors évidemment, il y a des ressources des juristes, évidemment, chacun parle de son côté, mais aussi de nos collègues qui sont des praticiens de tous les jours des archives. On pourrait effectivement venir apporter un soutien et un support à un chercheur ou à un citoyen qui a eu un problème avec tel service. Je pense que ça nous permettrait aussi d'être au service de la collectivité. Merci beaucoup, oui, tout à fait. Et aussi peut-être des lettres types ou des éléments comme ça, on avait évoqué ça entre nous. Il n'y a qu'à faut que, je sais. Merci beaucoup. Oui, peut-être un mot. Moi, je suis venue ici, donc je suis Sam Boursier, je suis venue avec Thierry Bertrand, et on fait partie du collectif Archives LGBTQI. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, ça fait 20 ans qu'on est dans le bazar pour avoir un centre d'archives à Paris, et là, le collectif s'est remis en route il y a 3 ans de ça. Alors, je voulais juste partager avec vous une petite sensation. Bon, déjà, vous avez notre support. On n'a pas fait grand-chose, mais la manière dont ça a résonné pour nous, c'est que le processus de fermeture que vous décrivez, permanent en fait, et qui provient évidemment de cette loi, nous on l'a vécu tout le temps. Tout à l'heure vous parliez de comment le refus de communication, nous pour d'autres raisons, en tant que minoritaires sexuels et de genre, le fait qu'il y a toujours des archives sensibles sur le sida, etc., etc. Voilà. Nous, notre solution, comment on voit les choses en ce moment, outre le fait qu'on veut qu'il y ait un centre, et je crois qu'on y arrive pas mal, donc peut-être que ça rejoint aussi ce que vous dites, on développe une autre culture de l'archive. Et on le fait en priorité, pas avec les chercheurs. Moi, je suis chercheur, je suis à l'université, etc. Parce qu'ils trouvent toujours le chemin, finalement, les historiens, mais avec tous les autres usages de l'archive. Et je crois que dans le centre, alors qu'on n'a pas de lieu, qu'on n'a rien, on y arrive parce qu'entre autres, on développe de l'archive orale, des activités performatives autour de l'archive, des installations, etc. Donc juste pour vous dire, d'abord, vous assurez notre profonde solidarité politique et militante depuis le départ de cette histoire, même si on n'a pas directement travaillé avec vous, mais que nous, c'est un peu comme ça qu'on pense qu'on pourrait apporter des choses. Je vais faire une exception. Très, très, très brièvement, c'est juste un appel de ne pas perdre de vue le numérique, comme j'ai dit ce matin. Je sais qu'on est encore axé sur le papier, c'est normal, parce que c'est où est-ce que se trouvent la plupart des fonds d'archives, mais le numérique, c'est pas anodin, et de ne pas perdre ça de vue dans la nouvelle association. Alors, merci beaucoup. Alors juste, on va discuter de ça, mais dehors, s'il vous plaît, certainement pas en interpellant publiquement. Alors, je dois aussi vous dire que c'était quand même un grand plaisir de se voir en vrai. Le numérique, c'est bien, le virtuel, mais qu'est-ce que c'est bien de se voir en vrai. Mais bon, on fera peut-être des réunions Zoom encore, quand même, pour faire des associations qui ne soient pas que parisiennes. C'est quand même pratique aussi. Merci à tous et à toutes. Rejoignez-nous pour un buffet. N'oubliez pas d'indiquer à Pierre si vous êtes volontaire, avez du temps et des expériences à échanger sur l'association Future. Bonne soirée.